Bonsoir et bienvenue sur La Première, ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce dimanche 24 août. Courir autour de Tahiti pour récolter des fonds en faveur des enfants. C'est le défi que s'est lancé l'étudiante Veiti Regadas Leral. Nos équipes ont parcouru les derniers kilomètres à ses côtés. Ils ont 12 ans, sont cousins et ont une passion commune. Biberonnés dès le plus jeune âge au sport de combat, Natihere et Tuanui ont été sacrés champions du Pacifique de Muay Thai. Leur portrait dans ce journal. Du sport et de la jeunesse, il en sera justement question avec notre invité ce soir, le ministre Keinu Temauri est avec nous en plateau. Des mains en or au service de création originale. 35 artisans ont rendez-vous dès demain à l'Assemblée de Polynésie pour le salon Art du Fénois. Une exposition prévue jusqu'à la fin du mois. Micheline Chong, présidente de la Fédération artisanale Papaoua d'Aroué, nous livrera tous les détails. Et puis à la fin de cette édition, nous irons à Reatea avec notre Fénois d'avant en 1998, lorsque la pêche au caillou permettait de récolter des fonds pour les sinistrés de la tempête Alan. 114 km parcourus à la force des jambes en 5 jours et à la fin, 350 000 francs récoltés. C'est le défi réalisé par l'étudiante Veiti Regadas Leral pour sensibiliser à la cause du SOS Village d'enfants. Turoro Gerard et Dylan Fess l'ont suivi lors de sa dernière journée de course. Tiens, c'est avec plaisir que je vous donne des sous. SOS Village d'enfants. Donner sans compter, ils l'ont fait. Un véritable élan de solidarité pour la cause portée par Veiti. Pour une jeune fille comme ça, qui est étudiante, je trouve ça absolument génial. Permettre aux enfants, frères et sœurs, de rester ensemble alors qu'ils ont déjà un parcours un peu cabossé dans le début de leur vie, je pense que c'est essentiel pour qu'ils se construisent. Passionnée d'athlétisme, la jeune femme de 22 ans s'est lancée un pari hors norme, faire le tour de Tahiti en courant en 5 jours, 114 km au total, avec un départ donné à Papara depuis les locaux de l'association. Ce matin, à 6h30, elle est partie de Taravao pour la dernière étape, 27 km à parcourir pour boucler la boucle. J'ai un peu mal aux genoux, les jambes aussi un peu fragiles, mais ça va. Écoutez là, on a plein de pièces, toutes les pièces du dimanche, aussi des billets, donc c'est vraiment super pour SOS Village d'enfants. Là on vient d'avoir un 10 000, juste avant un 5 000, mais on remercie tous les dons, même ceux qui se sont arrêtés pour donner juste 500, 100 francs, même 10 francs, c'est vraiment génial. À 14h, le défi est relevé. L'étudiante en sciences politiques a franchi la ligne d'arrivée, accueillie par les enfants de SOS Village. L'émotion est forte, les visages rayonnent et les cœurs aussi. Je suis trop contente, fière que mon corps ait tenu tout le coup, mais surtout fière que les gens ils aient donné sur le chemin. Là, la boîte elle est carrément lourde, je suis trop contente. Mais aussi, j'aimerais rappeler que le travail de SOS Village, c'est toute l'année, c'est tous les jours. Donc moi, là, j'ai donné que 5 jours, mais eux, ils travaillent tous les jours de l'année. Tout sera mis pour que les enfants soient heureux. À nous de faire en sorte que le projet réponde aux besoins des enfants. Veiti a couru pour les 48 enfants accueillis par SOS Village d'enfants de Polynésie. Des jeunes placés sur le long terme pour leur offrir un cadre protecteur. Près de 350 000 francs ont été récoltés auprès des entreprises, mais les dons en ligne restent ouverts jusqu'au 31 août. Natihere et Tuanui sont cousins et partagent une passion, les sports de combat. À seulement 12 ans, ils viennent d'être sacrés champions du Muay Thai du Pacifique. Rehe Nadjarian et Teivaribé les ont rencontrés. Ils se sont imposés sur le sol néo-zélandais. Natihere et Tuanui ont fini champions de Muay Thai lors du Gamma South Pacific. Entraînés par le club Arupa, nos Tahitiens sont revenus au Fénois, non sans leur ceinture et leur médaille. J'ai travaillé d'abord sur ses pieds et j'ai fait pied-point, voilà. En haut, après j'ai enchaîné, j'ai terminé par des low kicks. Je n'étais pas stressée, je sentais bien ce combat, j'étais prêt. Je suis bien entraînée, pas pour rien. Les sports de combat, c'est une histoire de famille chez les Tuanui et les Tavita. Nos deux champions s'entraînent depuis l'âge de 3 ans. Boxe, kickboxing ou encore MMA n'ont plus de secret pour eux. J'ai commencé depuis petit avec mon papa. Après, on est parti dans un club de MMA. On s'est entraîné là-bas. Après, je suis parti à la boxe. Comme en MMA, on ne peut pas faire de compétition, comme il y a des kids. Quand je monte sur le ring, je deviens un garçon. Papa, tout le monde avait dit ça. Je suis un garçon. Avant, je ne récupère pas. Durant leur préparation, Tuanui et Natihere peuvent compter sur le soutien de leurs parents. Lors des compétitions, ils ne sont jamais loin du ring pour encourager leurs enfants.
quand il m'a annoncé qu'il allait faire pratiquer ces sports-là, pour moi, je ne voulais pas vraiment trop. Hein. Connaissant comment les combats sur les rings, tout ça, ça me faisait peur pour lui. Mais lui, il a dit que non, je veux pratiquer ce sport, donc je le soutiendrai. Leur âge, ils sont assez avancés. Il n'y a pas de secret. Si les parents sont derrière, nos enfants peuvent aller loin, quoi. Le 29 novembre prochain, nos jeunes athlètes s'envoleront pour l'Amérique, en Arizona. Ils participeront à une compétition internationale de Muay Thai en amateur. Et restons dans la thématique avec notre invité ce soir, Keinuhu Temauri, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Yorana. Yorana Siliane, Yorana à tous les auditeurs de Polynésie la Première qui nous suivent ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, parmi vos portefeuilles, on l'a dit, celui de la jeunesse. La jeunesse, justement, c'est là où vous avez fait vos armes, notamment dans la commune de Punaouia. Alors, aujourd'hui, la jeunesse est quand même victime, notamment de la drogue, en particulier de l'ice. Il y a parfois des dealers aux abords des collèges. Le plus jeune consommateur a 8 ans. Vous avez rencontré la Fédération de lutte contre les drogues. Est-ce que vous la soutenez dans ses actions ? Oui, le gouvernement soutient, et en particulier mon ministère soutient la Fédération de lutte contre les drogues. C'est sûr qu'il y a eu un début de polémique qui a été lancé sur les réseaux, mais je tiens à clarifier la situation. À l'heure actuelle, tout est rentré dans l'ordre. Le pays va venir au soutien de la Fédération. C'est important pour nous de le dire, puisque nous, on va plutôt accompagner les associations. Elle n'est pas la seule à faire ce travail-là, mais forcément, elle va être le fer de lance de la politique du pays en la matière. Donc, la Fédération est bien accompagnée, on s'est accordé là-dessus. Et j'en profite aussi pour rappeler à la mobilisation le 6 septembre dans le cadre de la marche qui sont organisées. Alors, on va y revenir juste après. Une autre question, néanmoins, pour la Fédération, qui attend une subvention. Du coup, va-t-elle être allouée, effectivement, à cette fédération? Et quand est-ce qu'ils vont pouvoir en bénéficier pour justement mener les actions prévues? Oui, alors le pays va soutenir financièrement au travers d'une subvention. On s'est entendu en fait la semaine dernière et en début de semaine sur le montant et sur les priorités qui vont devoir être développées par la fédération. Et je signe la convention demain au retour au bureau et puis on va lancer la subvention dans le circuit administratif, donc ils vont pouvoir en bénéficier au plus vite. Alors c'est une priorité, l'ICE, sur vos dossiers, c'est en haut de la pile? Alors, à mon niveau, oui, mais aussi au niveau du gouvernement. Le président Broderson l'a dit, l'ICE est considéré comme une priorité territoriale. Donc un effort en particulier sera demandé à chacun des ministres, en particulier envers moi. Je serai plutôt positionné sur l'accompagnement des associations, mais chacun d'entre nous va devoir développer des projets à chacun à notre niveau. Tout cela sera mis sous la coordination d'un délégué interministériel pour qu'on puisse développer un plan cohérent et puis surtout qu'on puisse déployer tout ça au plus vite. Alors le délégué interministériel, justement, son rôle précis, c'est quoi exactement ? Comme je l'ai dit, tous les ministères vont devoir développer des projets à leur échelle. Il faut quelqu'un pour pouvoir coordonner puisque c'est un travail interministériel. Pour nous, on considère que là, c'est un fléau qui touche l'ensemble de la société. Donc c'est important pour nous de pouvoir avoir des projets à toutes les échelles. Et c'est son rôle justement de pouvoir coordonner l'action du gouvernement pour avoir une fiche de route qui soit cohérente. Alors vous avez mentionné cette marche prévue le 6 septembre. C'est une marche populaire. Oui. Vous y serez ? J'y serai. L'ensemble du gouvernement a été invité par la fédération. Je leur reconfirme encore ce soir que je serai bien présent parmi eux. Ils ont prévu de faire un sit-in devant le Haut-Commissariat. Est-ce que pour interpeller l'État dans ses actions, pour avoir plus de moyens, notamment au niveau des autorités, est-ce que vous soutenez cette démarche ? Alors je vais devoir botter en touche. Nous, on va plutôt se concentrer sur le travail qu'on a à faire au niveau du pays. On a énormément à faire au niveau de la prévention. Donc comme je l'ai dit, avec pas mal d'associations également qui nous sollicitent pour pouvoir mener des projets. Donc ma priorité est surtout sur ces associations-là et la fédération. Alors pour aider la jeunesse, ça passe aussi par les activités sportives. Il y avait ce dispositif Passport qui était mis en place par l'État qui malheureusement n'est pas reconduit. Comment vous allez pallier? Est-ce que vous allez mettre en place un autre dispositif et quelle forme va-t-il prendre? Oui, alors tu l'as dit, c'est un dispositif national qui est pris en charge à 100% par l'État et déployé dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc forcément, à la sortie des Jeux Olympiques, l'enveloppe nationale a été drastiquement diminué et la Polynésie française ne fait pas partie des bénéficiaires sur la rentrée scolaire 2025-2026. On a saisi par contre l'engouement qu'il y avait autour de ce projet puisqu'il permettait quand même à pas mal de familles de pouvoir avoir accès à une activité physique régulière dans nos clubs et nos fédérations.
Donc nous, on va travailler en tout cas là-dessus pour pouvoir redéployer au plus vite le dispositif. On va retourner taper à la porte de l'État pour pouvoir le redéployer en attendant en fait qu'on puisse recréer le dispositif 100% localement. Donc on a quand même quelques ajustements réglementaires à faire dans notre réglementation. Mais l'idée pour nous, c'est vraiment de le redéployer au plus vite. Voilà. Autre dossier important dont vous avez hérité, c'est les Jeux du Pacifique dans un peu moins de 2 ans. Alors au cœur des discussions, c'est toujours un petit peu les infrastructures. Nous avons reçu le directeur du comité organisateur des Jeux du Pacifique qui notamment parlait du bassin de natation et la piste d'athlétisme prévue donc à Hitia. Sur le bassin de natation, il s'agirait d'un bassin temporaire. Il a expliqué que vous aviez validé ce projet. C'est un projet quand même qui risque d'être coûteux. Combien vous l'avez estimé? Est-ce que c'est faisable aussi, justement, un bassin temporaire? Oui. Alors, temporaire, je souhaite encore profiter de l'occasion pour clarifier la situation. C'est un bassin temporaire dans le sens où il sera positionné sur Mamor le temps des Jeux. Ensuite, il y a d'autres projets qui seront prévus sur ce site-là. Ils seront redéployés dans les communes. Donc, en fait, ça n'a de temporaire que pour les Jeux. Mais voilà, on travaille actuellement sur le repositionnement de ces 2 bassins. On en a parlé, travaux est une option, mais on a d'autres communes aussi qui se sont positionnées. Donc c'est vraiment, ce sont vraiment, je tiens encore à le préciser, ce sont vraiment des infrastructures structurantes qui ont pour vocation de vivre pendant plusieurs dizaines d'années au même titre que les autres infrastructures. Pour témoin, on a utilisé les mêmes bassins pour les JO de Paris 2024 et à l'heure actuelle, on a quand même pas mal de communes métropolitaines qui s'arrachent ces bassins-là. Donc ce n'est pas une installation qu'on va devoir jeter à la fin des Jeux. Ils seront repositionnés de manière fixe et ils vont durer dans le temps. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Plus de 300 personnes ont suivi le cortège cet après-midi à Papara en hommage à Eddy Gaspard. Ce footballeur à l'avenir prometteur a été mortellement fauché par une voiture le 14 août dernier. Reheina Djarian, vous étiez vous aussi sur place. Yorana tout le monde. Et oui, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, la famille et les amis se sont rassemblés ici dans le quartier de la Carrière pour rendre un dernier hommage à Eddy Gaspard. Et justement, parmi les personnes présentes, il y a Teiki. Teiki qui a connu Eddy depuis son enfance. Yorana Teiki. Yorana. Qu'est-ce que tu peux dire de Eddy niveau personnalité? Il était comment? Alors moi, Eddy, c'était un grand copain de quartier, une personne aimée, comme vous le voyez, très aimée, très connue dans la passion dont il pratique, comme le football, le futsal. C'était une personne très, très gentille. Pourquoi est-ce si important de lui rendre un dernier hommage au son des carbasses, au son des moteurs? Alors pourquoi tout ça? Pourquoi tous les motos, les carbasses, les gens ici? Il a grandi dedans ça, on ne va pas le cacher, il n'a pas grandi que dans le foot. Il a grandi dans la musique, le football du quartier, il a fait tout avec nous. Il était toujours aussi pas derrière nous. Tous les jeunes, ils poussaient. Du coup, voilà. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur la fresque qui a été réalisée juste derrière toi? La fresque là, c'est un copain du quartier. On peut remercier, il s'appelle Rahiti Conroy. Il a fait ça en hommage du copain, Eddy. Et un grand merci à lui pour sa participation dans le quartier. Merci beaucoup. Merci beaucoup Teiki pour ce petit témoignage et puis bien sûr on adresse nos plus sincères condoléances. Voilà donc pour rappel, sachez que ce soir donc dernier hommage à Eddy Gaspard et puis demain ici dans le quartier de la Carrière à son domicile à partir de 11h Eddy sera inhumé. Merci Reheina Djarian. Et à la une ce soir sur notre site internet, un autre hommage rendu cette fois à Reiponi Pua, un passionné de surf et de son fénois. C'était cet après-midi à Tiaopo. L'artisanat en fête cette semaine à l'Assemblée de Polynésie. Le salon Art du Fénois ouvre ses portes demain. Tahiti, Morea, Tuamotu, Marquise, 35 exposants vont présenter leurs créations. Parmi eux, Sophia Pou et Charlie Pi. Portrait croisé signé Théophane Tereitua et Jérôme Lee. Sophie Pou, artisane originaire de Tatakoto, expose depuis 1 an au salon Art du Fénois. Elle est spécialisée dans les colliers en coquillage, déclinés dans différentes couleurs, rose, noir, beige, tous collectés sur son île natale. Chaque création est le fruit d'un long travail minutieux. Au départ, il faut d'abord avoir la matière première, donc les coquillages. Donc il faut aller ramasser, il faut nettoyer, ce qui peut prendre pratiquement 1 mois pour que ça soit propre et prêt à l'emploi. Ensuite, il y a le perçage. Après le perçage, il y a le tri et il faut monter.
Après avoir quitté son poste dans l'administration, Sophie s'est pleinement consacrée à l'artisanat. Elle produit aujourd'hui jusqu'à 2 colliers par jour et a mené une trentaine de pièces pour l'exposition. Son objectif, offrir des créations uniques qui se démarquent et reflètent sa personnalité et son savoir-faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plusieurs à être dans le coquillage. Moi, je pense qu'il faut sortir, il faut se démarquer. Ne pas faire la même chose que tout le monde. Voilà, il faut avoir le petit plus. D'autres artisans participent également à l'exposition. Parmi eux, Charlie se distingue par son travail du corail fossilisé. Depuis 2009, il a perfectionné son savoir-faire et expose depuis 2012 au salon Made in Fenua. En fait, je l'ai appris d'une personne qui travaillait sur Urutu, où je vivais en 2010, et qui m'a transmis son savoir. Ce sont les falaises de Urutu, en fait. Au niveau datation, c'est entre 6 et 10 millions d'années. Voilà, donc on récupère les blocs en bas des falaises et grâce à une machine, on fait ce qu'on appelle du carottage. Charlie réalise lampes, stylos. Il ajoute aussi des gravures personnalisables sur ses créations. C'est vrai que les premiers temps, quand je présentais les stylos, ils n'étaient pas gravés. Donc on m'a dit, notamment lors d'un salon au Canada, à Montréal, on m'a dit mais qu'est-ce qu'ils ont de plus des stylos? Donc c'est là que j'ai commencé à me dire il faut que j'apporte quelque chose en plus. Donc j'ai apporté les gravures dessus. Le salon Art du Fenua ouvrira ses portes demain sous le hall de l'Assemblée de la Polynésie de 8h à 17h. Une occasion unique de découvrir et soutenir les artisans locaux et de repartir avec des pièces authentiques et originales. Et nous avons l'occasion ce soir d'approfondir le sujet avec notre invitée Micheline Chong, la présidente de la fédération Papawa de Haroué, avec en présence monsieur le ministre qui reste avec nous. Yorana Micheline. Yorana Suliane, Yorana les téléspectateurs de Polynésie la Première. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on l'a dit, 35 exposants vont proposer jusqu'au 31 août leur création. On retrouvera bien sûr de la bijouterie traditionnelle, contemporaine, de la vannerie, de la sculpture, mais aussi de l'artisanat avec l'alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors voilà, c'est une innovation. Il y a quelques artisans donc qui sont dans la transformation agroalimentaire, mais qui ne se contentent pas à exposer leurs produits dans des emballages industriels. Voilà. Et donc, ils ont mis l'accent sur ce fameux emballage que je peux peut-être présenter ici. Tout à fait, allez-y. Voilà. Tout à fait, qui est très joli. Où, justement, l'emballage devient un objet d'art. Voilà. Qui est entièrement en bois, sculpté. Ça, ce n'est qu'un exemple de ce qu'on fait au sein de l'artisanat. De ce qui est possible, qu'on retrouvera donc sur place. Sur le salon. Alors justement, dans cette nouvelle édition, vous misez aussi sur l'avenir, c'est-à-dire ? Oui, alors on a pour objectif de mettre en avant cette jeunesse qui a peut-être un peu de mal de se tourner vers l'artisanat. Parce que c'est vrai, le métier d'être artisan, c'est un métier qui demande plusieurs compétences, plusieurs qualités, la persévérance, la créativité, il faut avoir quand même une base. Et puis de continuer dans le métier. Parce que c'est vrai que si on se lance dans l'artisanat en ayant comme objectif de gagner de l'argent, ça va aller un temps. Mais après, on n'est pas trop sûr que ça va perdurer. Parce qu'il faut quand même cette créativité, il faut cette persévérance, voilà, pour pouvoir durer dans le travail de l'artisanat. Alors justement, Monsieur le Ministre, vous avez aussi le portefeuille de l'artisanat. On parle de la jeunesse, on parle d'un métier qui est quand même difficile, où patience et persévérance sont les mots-clés. Vous, en tant que ministre, comment vous percevez d'abord l'artisanat et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour aider justement cette jeunesse à s'investir peut-être un peu plus dans ce métier ? Alors, je suis 100% d'accord avec ce que Micheline vient de dire. L'artisanat est un métier d'avenir, ça a un fort potentiel en tout cas au niveau du pays, notamment dans les îles. Donc il faut qu'on puisse sensibiliser les jeunes. Il s'agit d'un vrai métier avec de vrais débouchés. Donc le pays est là en tout cas pour accompagner le secteur. Donc ça fait sens pour moi d'avoir le portefeuille de la jeunesse et de l'artisanat pour pouvoir développer en ce sens les politiques publiques. Alors vous dites sensibiliser justement, comment vous comptez faire pour plus sensibiliser ? Alors au niveau du service de l'artisanat traditionnel, on a commencé à développer des outils pédagogiques que l'on va positionner dans les écoles pour qu'on puisse détecter très jeune en fait, des appétences pour l'artisanat traditionnel. Donc ça prend la forme de matériothèque et d'un jeu de société par exemple, mais plusieurs actions de ce type-là peuvent être déployées.
Vous, Micheline, justement, vous appréciez ce type d'initiative pour mettre en avant la jeunesse, notamment dans les écoles, hein? Ah oui, nous sommes 100% pour toutes ces innovations qui vont sûrement permettre à la jeunesse, à ces jeunes qui sont peut-être en attente d'un métier, une direction à prendre pour leur avenir, justement. Et là, je trouve que c'est une très bonne initiative du service de l'artisanat traditionnel. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Bonjour. Merci beaucoup. Ils étaient très attendus, ils sont enfin arrivés. Les membres du groupe Maoli ont atterri hier soir à Fa'ahar avec le traditionnel accueil polynésien. En tournée depuis le début de l'année avec leur nouvel album, les inventeurs du country reggae hawaïen vont se produire le 29 août sur Toata. Le chanteur Glenn Awang se confie au micro de Tei Varibé. La country, c'est beaucoup l'histoire d'une terre. C'est ce qui m'a touché d'ailleurs. Et le reggae, c'est une musique très spirituelle. Et donc, quand on met les deux ensemble, c'est magique. J'ai entendu quelques chansons polynésiennes jouées par des musiciens hawaïens. J'avoue que je ne suis pas familier avec ce genre musical. Et j'ai hâte de voir ce que les locaux ont dans le ventre. Et peut-être que je ferai une chanson avec un ukulélé tahitien. Je veux essayer et je vais sûrement m'en acheter un. Et terminons ce journal par notre traditionnel fénois d'avant. Retour en 1998 au cœur de la pêche au caillou à Rayatea, une pratique ancestrale qui attire les touristes. Et cette année-là, elle avait un objectif bien particulier, récolter des fonds pour les sinistrés de la tempête tropicale Alan. Caroline Jouret et Jean-Paul Dunant. Il y a plus d'une dizaine d'années que l'on n'avait pas vu de pêche au caillou à Rayatea, une technique de pêche ancestrale en Polynésie qui consiste à rabattre le poisson vers le rivage pour l'enserrer dans un vaste filet. La pêche n'a pas été miraculeuse, loin de là, mais qu'importe, l'ambiance et la beauté du site étaient déjà une consolation pour les touristes présents. Une vingtaine d'embarcations ont participé à cet événement organisé par l'association des socioprofessionnels de Rayatea dans le but de rassembler des fonds pour les sinistrés d'Alan. Depuis Alan, disons, nous avons vécu un peu dans la morosité, dans la tristesse un peu, mais avec nos animations, nous avons réussi quand même à faire sortir les gens, à voir autre chose. Nous sommes actuellement 350 personnes sur le moto, donc pour moi, c'est une réussite totale de la journée. Même si le poisson s'était fait rare, c'est pas grave, on se retrouve un petit peu en famille pour partager cette journée. Les hôtels et les pensions de famille de Rayatea, Huahine, Taha, Bora Bora ont relayé la promotion de cet événement auprès des touristes. Le motu de Avera a été nettoyé, ratissé par les employés communaux de Tapu Tapu Atea, l'association des pêcheurs de Fa'aroa, mais aussi l'association de pétanque de Rayatea, Tamari Fa'aroa, ont contribué au succès de cette journée en préparant un mât à Tahiti pour 350 personnes. Pour l'association des socioprofessionnels de Aveia 2000, c'était une première encourageante qui aura en tout cas servi d'expérience puisqu'une autre pêche au caillou est d'ores et déjà envisagée. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce dimanche 24 août. Défi relevé pour la jeune étudiante Veiti Regadas Leral. Elle a couru 114 km en 5 jours et réussi à récolter plus de 350 000 francs pour soutenir SOS Village d'enfants. Et demain, Eric Spitz, le haut-commissaire, sera l'invité de notre matinale radio. Le représentant de l'État qui doit quitter ses fonctions à la fin du mois viendra faire le bilan de ses 3 ans de mission en Polynésie. Tout de suite sur la première, la soirée de gala de Mister Tahiti et le téléfilm La Manière Forte. On se quitte avec les belles images des créations des artisans du salon Art du Fénois qui débute demain à l'Assemblée. Des œuvres originales à découvrir jusqu'au 31 août. Très belle soirée à tous et à demain.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.